Et donc ce soir, je suis très heureux d'accueillir Iris Kaltenbach, c'est ça, et Alexis Minanti, qu'on retrouve dans le film Le Ravissement, qui est sorti en salle il y a quelques mois. Et voilà, parmi les films qu'on choisit, c'est vraiment des films qui nous touchent ou qui sont importants pour nous. Il n'y a pas de... voilà, on fonctionne un peu au coup de cœur, il n'y a pas d'obligation. Et là, quand moi j'ai vu ce film, il y a quelque chose qui s'est aussi imposé. Je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était un premier long métrage ou pas. Ça m'a tout simplement plu et remué, j'y ai pensé longtemps après. Donc voilà, déjà merci. Merci à tous les deux pour ça. Et puis voilà, on va parler du film. Mais je pose déjà une petite question rituelle à nos invités. C'est-à-dire que je demande toujours quelle est votre première image de film, ou je sais pas, quand vous étiez petit, ou vos premiers souvenirs de cinéma, de salle de cinéma ou de film, ou quelque chose comme ça qui est un peu ancien, une sorte de scène primitive comme ça. Donc peut-être Iris, et puis après Alexis. Je te laisse le temps de réfléchir, Alexis. Ah oui, j'avais pas compris la question, donc je l'ai pas du tout préparée. Alors, première image de film. Alors, je me souviens, mais alors c'était pas au cinéma, de regarder Laurel et Hardy avec mon frère en vidéo. Donc, un peu le lieu, donc c'est pas inintéressant. Surtout que j'ai fait beaucoup de ma filmographie en allant dans un vidéoclub louer des DVD. Et au cinéma, j'ai le souvenir un peu traumatique d'un film, mais dont je me souviens malheureusement pas le titre, à l'inverse très très ennuyeux, que mes parents m'avaient emmené voir et que j'ai trouvé terrible. J'ai eu l'impression de passer 7 heures au cinéma et j'étais très en colère. Non, voilà, et ça y est, j'ai un souvenir sinon de voir, je suis encore assez petite, de voir Elephant au cinéma. Waouh. Et oui. Quel âge? Et alors je me souviens plus, je sais plus quand il est sorti, mais je me souviens pour le coup d'être oui, bien sûr, de le voir à l'Arlequin et d'en être très frappée, mais en fait dans un bon sens, c'est-à-dire d'être très frappée par ce parti pris des points de vue, de suivre les différents points de vue, voilà. Et je me souviens aussi, par exemple, de Titanic aussi, avec mon frère. Où ça, Titanic? À Montparnasse. À Montparnasse, ouais. D'accord. Okay. Ça, je m'en souviens très bien aussi. Bon, et après, il y en a plein d'autres, mais voilà, un peu... Laurel et Hardy. Ouais, Laurel et Hardy. Laurel et Hardy burlesque, Elephant, bon bref, voilà. Gros drame, ouais. Voilà. Et Titanic. Et Titanic, voilà, mélo, absolu. Voilà. Leonardo et Kate. Voilà. Alexis. Alors moi, je crois qu'il y a 2 films. Il y a Stand By Me en vidéo, en cassette vidéo. Je me rappelle, ça m'avait assez choqué. Enfin, c'est un film un peu triste, quoi. Bah oui. Et j'avais vu aussi, mon père, il regardait beaucoup Ben-Hur. Ah. Donc voilà. Et après, j'avais découvert aussi assez tôt Orange Mécanique, qui m'avait aussi un peu bousculé. Et sinon, en salle, je crois que c'est La Haine, ou enfin, il y avait 3 films, La Haine, Pulp Fiction et Seven, le film que je me rappelle qui m'avait... D'accord. Voilà. Oui. Donc des films qui marquent. Qui marquent. Donc ce que j'ai pas dit quand même, parce que je vous ai à peine présenté, mais c'est que donc Alexis, toi tu es comédien et scénariste. Que tu as commencé avec le Courtrage-Mé, c'est ça, Kim Chapiron et Romain Gavras. Tu as 20 courts-métrages, 20 longs-métrages. Moi, c'est vrai que j'étais marqué comme ça sur la carte du cinéma avec Les Misérables de Ajli, comme beaucoup. Tu as eu un César, je crois, je me trompe, Meilleur Espoir. Et là, j'étais très étonné, surpris et très agréablement surpris de te voir dans Le Ravissement. Parce que c'est vrai que c'était... Voilà, mais on en parlera peut-être plus tard.
c'est pas du tout un contre-emploi ou quoi que ce soit, mais c'est voilà, un autre horizon et une autre gamme de jeux comme ça assez étonnante. Et toi, Iris, j'ai pas dit que avant de faire la Fémis, le module scénario, tu dessinais peut-être, tu as fait des études de droit. D'accord. Et tu avais peut-être pour objectif d'être avocate pénaliste, je crois. Oui, enfin c'était avocate pénaliste ou réalisatrice, et voilà, c'était un des deux, quoi. Donc tu as fait un peu les deux, j'ai fait des études de droit parce qu'en fait ma mère m'avait parlé de la Fémis et très intelligemment elle m'avait dit mais tu dois faire des études avant, et donc elle m'avait dit t'as qu'à faire du droit et après toutes les mères disent ça. C'était pas mal, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, en faisant mes études de droit, j'ai continué j'étais passionnée de cinéma, donc j'ai continué à regarder beaucoup de films, à citer beaucoup de films aussi dans mes dissertations de droit. Et puis, à un moment, au moment du master, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de présenter la Fémis. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu bifurquer grâce à cette école. J'aurais pu le faire autrement, évidemment, mais moi, je me suis dit, voilà, si j'y arrive, je vais pouvoir rentrer dans le monde du cinéma comme ça, quoi. Mais alors, si on reste toujours un peu dans la cinéphilie, comment et l'un et l'autre vous êtes construits, comment vous avez construit votre goût, ou comment vous avez construit votre univers un peu de cinéma. Qu'est-ce que toi tu vois, ou quelles sont tes rencontres? Je t'ai fait choisir un peu quelques films comme ça. Je pense qu'il y en a certains qui vont... Mais voilà, mais quels réalisateurs t'ont vraiment marqué, et où tu t'es dit, tiens, c'est peut-être un peu ça que je veux faire, ou ça m'intéresse, quoi. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui correspondent à des périodes vraiment de ma vie. Je sais que par exemple Kieslowski, c'est un réalisateur dont je crois avoir vu tous les films à cette époque où je faisais des études de droit, et qui m'a énormément marquée. Je pense parce que justement il me permettait de faire le lien aussi, parce que son scénariste était avocat pénaliste, je sais pas, enfin bref. Et c'est vrai que je me souviens que ce cinéma que je trouvais profondément humaniste, avec un lien très fort à la peinture, et c'est vrai que moi quand j'étais petite je voulais être peintre, donc je retrouvais comme ça des choses qui me permettaient finalement, alors que c'était lointain, c'était du cinéma polonais, ça me permettait de m'approprier le cinéma et de le rendre familier, de le rendre possible. Donc ça, je sais que c'est un cinéaste qui m'a beaucoup accompagnée. Il y a eu un grand moment dans la critique même, il y a eu un grand moment Kieslowski. Moi, je me souviens, les trois couleurs et tout ça. Ouais. Vous avez tourné Binoche, Irène Jacob et Julie Delpy. Ouais. Ça a correspondu à un moment de l'Europe aussi, où je sais pas, tout ça s'ouvrait. Ouais. Je sais pas, Kieslowski avait une sorte d'aura comme ça, assez... alors, ça a été un cinéaste important pour beaucoup, quoi. Oui, alors moi je pense que c'était un peu après ça, c'est-à-dire que je l'ai vu plus en rétrospective, mais je sais qu'il m'a vraiment... puis son rapport à la musique aussi, l'utilisation avec son compositeur, et cette utilisation presque narrative de la musique comme ça, et qu'on retrouve, et qui permet en fait, je trouve que c'est un cinéaste qui est vraiment à découvrir à travers tous ses films, c'est-à-dire c'est hyper agréable de plonger dans toute sa filmographie, parce qu'on retrouve vraiment des échos entre les films, de couleurs, de musique, voilà. Donc ça, c'était un cinéaste très important. Millennium Mambo, ça a été un film très très important pour moi, de Wu Tiao-Tien. Grand réalisateur taïwanais. Ouais. Mais c'est plutôt là, sa dernière période, quoi. Oui. Effectivement, et après j'ai découvert à rebours certains films d'avant, mais c'est un film que la première fois que je l'ai vu, je me souviens, j'étais adolescente et je l'ai pas tout à fait compris, mais il m'a complètement fascinée, alors même que je comprenais pas, je me suis laissée complètement porter par le film sans forcément chercher c'est un film qui est finalement construit, c'est une histoire très simple qui est construite de façon assez complexe en fait. Entre la voix off, il y a une voix off qui nous parle, je sais pas si vous l'avez vu, qui nous parle d'un personnage féminin très fascinant à la troisième personne. Qui est sublimissime et très envoûtante comme ça, très, très, très mystérieuse en fait. Et donc il y a une espèce de distance avec le personnage que j'avais trouvé très très belle, et où je sais que je m'étais dit, tiens, cette distance-là, elle me convient.
Je m'étais dit, j'ai envie de raconter des personnages avec cette distance-là. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être plus proche et j'aime me poser des questions en regardant le film. J'aime ne pas tout savoir. Et tout ça, je l'ai beaucoup senti dans ce film. Après, il y en a plein je sais qu'un film, alors qu'il y a un immense classique, mais j'y ai vraiment beaucoup pensé, Taxi Driver, ça a été un film aussi que j'ai beaucoup vu, parce que justement, c'est un peu le même rapport au personnage, c'est-à-dire c'est un personnage qui est très complexe et qui est gris, c'est-à-dire qui n'est ni blanc ni noir dans le sens qu'il y a des zones, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, qui a des zones presque immorales, je trouve que c'est un film aussi où il y a une voix off d'ailleurs, qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué pour aussi l'utilisation des couleurs, où je trouve qu'il y a un impressionnisme des couleurs très fort, de l'image, et puis bon, il y en a plein d'autres. Mais c'est intéressant parce qu'en parlant d'autres films, on parle déjà un peu du ravissement. Quand tu parles de Millennium Mambo, moi ça m'aide à mieux comprendre ton film, et j'y trouve... C'est pas du tout des hommages, mais c'est, comme tu le dis très bien, c'est une distance. C'est un endroit presque de la caméra ou de la narration que tu choisis, quoi. Ouais, tout à fait. Je vais peut-être Alexis. Oui. Alors, Alexis, moi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai dit que c'était scénariste, mais que tu avais écrit, j'ai découvert, tu as été scénariste des Misérables. Ouais. Tu es comédien, donc les films qui t'ont formé ou qui t'ont donné envie d'écrire ou qui t'ont donné envie de jouer. Le champ est large. Alors en fait, moi, j'ai pas voulu, je voulais pas être comédien vraiment quand j'étais jeune. C'est Romain Gavras qui un jour m'a proposé de jouer dans ses courts-métrages, et je jouais avec eux dans les dans les courts-métrages, les clips, et c'était à travers ce collectif-là que j'aimais faire ça. Et puis après, j'ai découvert un peu plus tard, vers l'âge de 22-23 ans, les castings, le cinéma, et à l'époque j'avais une culture cinématographique assez faible quand même. J'avais pas vu, je regardais des films de divertissement surtout, on va dire, même s'il y a des très bons films de divertissement. Et après j'ai découvert tout ce monde-là, donc en fait j'étais un peu effrayé par le métier de comédien et par tout ça, et le fait de, je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humiliation, que c'était dur, qu'il y avait beaucoup de rigueur, alors que nous on faisait ça dans une sorte de, je sais pas, de fête, ou voilà. Donc j'avais l'impression que ça devenait un métier, ça devenait plus une espèce de je sais pas, de passion, etc. Mais il y a quand même des comédiens qui m'ont marqué, évidemment, Robert De Niro, Harvey Keitel chez les Américains. Après, chez les Français, évidemment, il y avait Devers, il y avait Depardieu, il y avait toute cette... Enfin, moi, j'adorais les films de Blier que j'ai découvert un peu plus tard. Toi, dans ton travail ou dans la façon dont tu travailles avec qui, dans quel cadre, comment ton travail de comédien, par exemple? Dans mon travail de comédien, je travaillais pas vraiment. Je sais pas, moi, je pense que, moi, c'est plus l'école d'observer les gens dans la vie et d'essayer de comprendre un peu tout ça, et d'essayer de travailler au hors-champ le maximum des personnages, de faire comprendre un peu, travailler l'imaginaire. Qu'on essaye de voir des choses qui ne sont pas dans la scène. Après, j'ai quand même essayé un peu de comprendre des choses. J'ai un ami à moi, Christophe Réveil, qui a beaucoup travaillé avec les acteurs et qui m'a donné quelques pistes. J'ai fait une école aussi un moment de comédie au laboratoire de l'acteur, où j'ai appris les différentes écoles entre l'acteur studio, Stanislavski, tout ça. Donc je me suis un peu intéressé à tout ça. Mais... j'ai pas de méthode particulière. Mais dans les partenaires de jeu que tu es amené à côtoyer, par exemple à Avzia Herzi ou j'ai oublié son nom, Nina Meurice. Nina Meurice, voilà. On voit bien que ce sont aussi des styles de jeu qui sont complètement différents. Et comment toi tu te nourris de ça? Comment je sais pas, c'est un cadeau à chaque fois, ou tu te dis ça te stimule, te remet en question, ça te nourrit? Comment tu... Moi j'aime beaucoup. De toute façon, à chaque fois je pense que chacun a une manière un peu de travailler différente. Puis il y a des alchimies, il y a des choses qui marchent ou pas. Je pense que là avec Avzia ça a marché. On s'entendait, on se regardait, on se parlait, il n'y avait pas de... Voilà, c'était assez simple. Elle est très exigeante, mais en même temps, tout le monde était assez exigeant sur le film. Et on a trouvé un langage. Après, avec Iris, on a beaucoup travaillé les scènes quand même.
On a cherché plein de couleurs, comme on dit, plein de... Et du coup, je me suis un peu laissé aller aussi à faire différentes prises avec différentes tonalités. Mais on avait quand même à peu près l'idée de ce personnage. J'ai été quand même beaucoup aidé. Ça dépend des films, parce que des fois, on est vraiment jeté ou laissé, où les gens ils nous laissent faire ce qu'on veut. Et puis là, Iris, elle savait quand même ce qu'elle voulait. Il y avait beaucoup de mots qui revenaient, de qualificatifs par rapport au personnage, sur sa nostalgie, sa mélancolie, une sorte de fragilité, une douceur. Voilà, il y avait quand même des orientations. Et toi, ça t'a pas fait peur, ce rôle qui allait vers de la sensibilité, vers de l'intime, vers de la fragilité? Tu t'as pris ça au contraire Non. S'il y a peut-être une seule chose qui m'a un peu mis en doute, c'était la voix off, qui était quand même un exercice assez particulier, et où je me suis demandé, dans la manière dont c'était écrit dans le film, et puis après elle l'a réécrit, Iris, mais il y avait des choses où je me demandais comment... Est-ce que ce langage allait être compris par le spectateur, etc. Et puis on se demande toujours si... Enfin voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et pour être juste aussi en voix off, c'est aussi un peu difficile. Il faut trouver une espèce de musique. Et là aussi, j'ai été hyper accompagné par Iris par rapport à ça. Peut-être Iris, la discussion se construit. Oui. Avec ce qui vient, mais comment se fait le choix des comédiens? Parce que je crois qu'à la base, ou à l'écriture, c'était peut-être pas Alexis auquel tu pensais. À l'écriture, je pensais à personne pour aucun des rôles. Et avec Alexis, en fait, ce qui a été génial, c'est que du coup, j'ai fait des essais et Alexis a bien voulu... très généreusement venir faire des essais, et en fait donc j'ai vu plusieurs comédiens et en fait justement Alexis, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'effectivement je le connaissais des Misérables, mais je m'étais dit j'aimais bien ce comédien et on s'était dit avec Yuna Peretti, la directrice de casting, tiens voyons-le, et en fait il m'a complètement surprise parce que effectivement tout d'un coup j'ai trouvé, je pense, l'essentiel du personnage qui était cette espèce de douceur, de pudeur qu'il a très bien incarné pendant les essais, et il m'a tout simplement beaucoup émue en fait, et en même temps il correspondait pas sous d'autres aspects à la façon dont j'avais imaginé le personnage et dont je l'avais écrit, mais c'était tellement en fait je pense qu'en casting on est de toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est toujours amené à déplacer son personnage par rapport au comédien ou la comédienne envers qui tout d'un coup il y a un désir qui se crée très fortement pendant cette recherche, et du coup c'était l'essentiel était là et c'était plus fort que le reste, et du coup j'ai effectivement, pour Alexis particulièrement, réécrit vraiment le personnage pour lui, c'est-à-dire par exemple le personnage n'était pas du tout d'origine serbe dans mon scénario, et c'est Alexis qui m'a dit tu sais oui, j'ai appris que tu avais des origines corses et des origines croates, serbes croates. Ouais. Voilà, et du coup effectivement j'ai réécrit en lui posant plein de questions toute cette scène de famille, etc. autour de ça. C'est une scène qui est super importante et qui est complètement bouleversante. La scène de famille existait, mais ils n'étaient pas serbes, donc effectivement ça apporte une épaisseur au personnage. Tout à fait. De toute façon, le cinéma, je crois que c'est que ça, hein, c'est se saisir sans cesse du réel, des opportunités qui se présentent, parce que justement, on passe d'un écrit assez théorique à tout d'un coup de la matière vivante, des décors, des costumes, plein de choses qui font que, en fait, on est sans cesse en train de faire face de confronter le réel à notre histoire et à notre imaginaire, et donc je pense qu'il faut on est obligé de faire avec, et tant mieux quoi. Donc parfois c'est une violence aussi, mais c'est tout j'ai l'impression que l'essentiel du travail de réalisation c'est ça, c'est trouver ce point de rencontre entre les deux. Et Afsia, par exemple, j'avais pas du tout pensé à elle. Et en fait, quand
quand on a commencé à penser à elle, ça m'est beaucoup resté en tête parce que en fait, je me disais, je la connaissais évidemment de La Graine et le Mulet, de Tu mérites un amour, son propre film, et je trouvais que c'était une immense comédienne. Et en même temps, je me disais, ce qui est assez beau, c'est que j'avais le sentiment qu'elle avait eu des rôles où elle avait toujours, où elle avait une sorte de personnalité au cinéma quand même, où c'était des rôles où elle s'exprimait avec beaucoup de véhémence, les dialogues étaient très importants, sa façon de dire les dialogues, d'exprimer beaucoup de choses par la parole en fait, dans le cinéma dans lequel on la connaissait vraiment. Et je me disais, tiens, dans ce personnage en fait, comme elle ment, il va falloir qu'elle exprime beaucoup de choses autrement, par le regard, par sa façon d'être, et finalement la vérité doit passer autrement que par les dialogues qui sont du mensonge. Et donc il y avait tout ce travail où je me disais, tiens, ça représente quand même un défi pour cette immense comédienne, ce qui était très important vu que moi c'était mon premier film et que c'était un énorme défi pour moi, et que donc je voulais qu'on soit quand même raccord. Voilà, enfin pas sur un pied d'égalité, mais sur, disons que le film soit un défi pour toutes les deux. Et du coup, on a vraiment mené le film, c'était assez beau, comme une espèce d'enquête sur ce personnage en permanence. Et c'est ça qui a été assez... très nourrissant. Et je pense qu'il y a vraiment eu une rencontre aussi entre elle et ce personnage très forte dès le début, puisque dès qu'elle m'a appelée, elle avait lu une fois et elle était voilà. Mais c'est vraiment un mystère. Y a vraiment quelque chose. Qui a vu le film et qui n'a pas vu le film? Non, qui n'a pas vu le film? Voilà, parce que je vais pas le raconter. Tout le monde a vu le film. Ah oui, il a vu le film. Ah oui, d'accord. Tant mieux. Ouais, donc tant mieux. Voilà, quelle chance. Voilà. Mais bon, on suit quand même. On va un peu en parler, mais on suit Lydia, qui est sage-femme, et puis qui voilà, on ouvre le film quand même sur cette jeune fille qui a une rupture amoureuse. Donc, voilà, le film va se dérouler, sa meilleure amie va tomber enceinte, et bon, vous avez compris qu'il s'agissait quand même d'une femme qui allait enlever l'enfant de sa meilleure amie. D'accord. Donc là, on dévoile rien. Non, moi, je trouve que la scène, bon, évidemment, quand on lit Le Ravissement, on pense aussi à Duras, au Ravissement de Lollestein. Ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille. Et la première scène, cette rupture amoureuse, on sent que ça ouvre une faille, en fait, chez cette femme parce que c'est une rupture qui ne se dit pas, quoi, en plus. Et ça va nourrir, en fait, tout le film, tout le mystère, parce que c'est ce qui est intéressant, ce que tu disais dans certains entretiens, c'est que on parlait des tribunaux dans lesquels tu étais allé. Et ce qui t'intéressait, c'est de se dire, le tribunal, c'est toujours une sorte de mise en scène un peu réductrice de ce qu'est l'humain ou de ce qu'est quelqu'un. Et là, on déplie et on essaie de comprendre. On essaye, je dis bien on essaye. Et la voix d'Alexis essaie de comprendre aussi. Tout à fait. Donc ça, je trouve que le film s'ouvre comme ça. On va essayer de comprendre avec nos modestes moyens. Et ça, je trouve que la façon dont le récit se déplie et bifurque et si et peut-être et peut aller dans un sens dans un autre. Je trouve ça et voilà. Non, ce que je cherchais à dire, c'est que parce que tu parlais de Taxi Driver, où on peut avoir une distance avec le personnage de Travis Bickle, parce que on voit bien qu'on est dans la psychose d'un pays, voilà. Mais moi, personnellement, je pense que je n'ai pas été le seul, mais on est très proche du personnage de Lydia. Et ce qu'elle fait monstrueux. C'est monstrueux. Mais on est collé à elle. Je ne sais pas comment on arrive à la comprendre. Ça touche quelque chose en nous, en moi, je sais pas, mais de très fort. Et c'est pas qu'on est là à l'excuser, mais on se dit, mais on ne la juge pas. On la comprend, quoi. Enfin, on l'accompagne. Quel a été, toi, ça, c'était important pour toi, qu'elle soit jamais une ennemie ou une sorte de personnage étrange et bizarre, monstrueux. Oui, tout à fait. En fait, pour faire le pont justement entre les tribunaux, déjà pour reprendre... effectivement, en fait, je crois que je suis vraiment arrivée au cinéma avec l'envie, en ayant assisté à ces procès, en ayant travaillé pour une avocate pénaliste,
de me dire, en fait, je n'ai pas envie de juger, je n'ai pas envie d'être dans la question du jugement, dans laquelle on est forcément, qu'on soit avocat, qu'on soit, même si on ne doit pas juger, même si on n'est pas juge, on est dans la question quand même du jugement, et donc ça, et qui est très importante pour la société évidemment, mais qui, du coup, qui organise les choses d'une certaine manière et qui met en scène les choses d'une certaine manière. Et par le cinéma, je me disais, bah tiens. Là, j'ai absolument aucun impératif de jugement. Et c'est ça qui me donnait très envie. Autre qu'un impératif moral. Autre qu'un impératif moral, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est beaucoup plus large. On peut, comme on est dans de la fiction, on peut questionner les choses. Bien sûr qu'il y a toujours la question morale, mais je veux dire, avec le cinéma, on peut... par le biais des sensations, se rapprocher de quelqu'un qu'on n'aurait jamais pu approcher dans la vraie vie ou dans un tribunal. Et donc, il y avait cette envie très forte, effectivement, de me dire, bah, tiens, je vais essayer d'accompagner ce personnage que moi-même j'ai envie de comprendre et qu'on le comprenne. Et la voix off dont parlait Alexis était essentielle pour ça, parce que justement, en même temps, je ne voulais pas prétendre avoir toutes les réponses et savoir... j'aurais pu faire un film plus dans la veine, je sais pas, dardénienne, où on colle un personnage et on l'accompagne uniquement de cette manière-là. Moi, j'avais besoin de cette voix off qui prenait finalement un point de vue proche du mien, qui était, je m'interroge sur cette femme. Et on n'a pas d'informations sur son passé ou son pourquoi. Voilà. Et j'essaye de faire avec ce que je sais, et j'essaye de mener mon enquête. Et en même temps, en écrivant le scénario et dans la direction avec Afsia, j'ai passé déjà à l'écriture mon temps à essayer de faire le lien entre elle et moi. C'est-à-dire entre... Finalement, par exemple, je me disais... j'essayais de traiter... C'est un mensonge terrible, mais j'essayais de me dire, c'est quoi le mécanisme du mensonge qui fait que c'est humain, comment est-ce que ce mécanisme qui est un peu l'expression qui vole un œuf, vole un bœuf, j'essayais de penser à l'œuf, c'est-à-dire j'essayais tout le temps de me dire mais comment est-ce qu'on commence à se lancer là-dedans étape par étape comme de la dentelle, donc comment est-ce qu'on glisse petit à petit dans le mensonge, et j'avais le sentiment que chacun pouvait comprendre ou s'identifier, parce que chacun avait été une fois dans sa vie, peut-être pas tout le monde, mais quand même, moi je l'ai été, et je pense beaucoup de gens l'ont été, dans cette situation où, soit sur la base d'un quiproquo, soit même pas, parce qu'on veut correspondre à une image de soi, on va laisser échapper un petit mensonge, on va travestir la réalité, et finalement, comment est-ce que ce qui est terrible et tragique en fait dans le mensonge, c'est une fois que le mensonge fonctionne. C'est ça qui est terrible. Quand ça ne fonctionne pas, au fond, on est sauvé. Quand ça marche, c'est-à-dire quand tout d'un coup ça accroche, comment on risque de s'enfoncer, et de plus savoir comment se sortir du mensonge. Et pour elle, et pour le personnage de Lydia, c'est vraiment le regard des autres. Tout à fait. Le regard des autres. Exactement. Il est joli. C'est le regard des autres, voilà, qui le définit comme mère. Et c'est le regard du personnage de Milos qui va ils vont s'autoriser l'un l'autre. Tout à fait. Ils vont se définir comme père et mère. Tout à fait. Et le regard dans le film est très très important, parce qu'en fait, justement, j'ai construit le personnage comme une femme qui a besoin d'un regard, qui a absolument besoin, après cette rupture, qui a besoin d'une existence, d'un regard, et qu'elle finit par trouver dans cet ascenseur, dans cet hôpital, tout d'un coup, parce qu'elle porte un bébé dans les bras. Et donc, tout d'un coup, elle a une espèce d'identité fausse, mais qui lui donne une sorte d'existence sociale autre que la sage-femme. Et donc, il y a ça qui se passe. Il y a le regard de Milos qui se pose sur elle et qui est en fait essentiel dans le film. Une question quand même. La scène de l'accouchement. Parce que moi, pendant la scène de l'accouchement, j'ai très peur. Ouais. On a très peur. Ouais. Je ne suis pas le seul. Non. D'accord ? Donc, on se dit, mais... Est-ce qu'elle veut du bien à son ami ? Oui, tout à fait. On a raison de penser ça. Quand même. Bien sûr. Ouais. Donc c'est déjà en amont, sans qu'elle le sache elle. Il y a un désir quelque part. Il y a une ambivalence. Une ambivalence terrible. Bien sûr, oui. Une envie de maternité, une envie de meurtre en même temps. Une envie de maternité, je sais pas, je suis pas sûre. Mais peut-être une jalousie. Voilà. Il y a une ambivalence vis-à-vis de l'arrivée de ce bébé. Moi, c'est plus comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis pas du tout raconté que Lydia était une femme qui voulait absolument être mère au départ, et je me suis pas du tout raconté ça. Après, chacun s'en empare
comme il veut, mais par contre, qu'il y a une ambivalence vis-à-vis, et d'ailleurs la voix off le dit aussi, vis-à-vis de l'arrivée de ce bébé, de ce que ça va provoquer dans son amitié, de comparaison vis-à-vis de miroir que ça lui renvoie vis-à-vis de l'état de sa vie personnelle à elle, enfin toutes ces choses-là, et en même temps d'amour énorme envers sa meilleure amie, et donc d'une forme d'appropriation aussi, d'un sentiment d'être aussi à l'origine de cet enfant. Il y a tout ça, évidemment, qui crée... En fait, pour moi, la scène de l'accouchement, c'est l'inconscient du personnage. C'est-à-dire, c'est avant que le personnage conscientise quoi que ce soit. C'est un moment... pour moi, c'est très important au cinéma qu'on pense toujours, comme dans la vie, à l'inconscient des gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire en dépit d'eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, comment ils vont... voilà. Même la scène du test de grossesse, elle n'est pas drôle. Déjà, il y a des petits cailloux qui viennent là. Elle fait une blague pas drôle, quoi. Jamais, à une amie, jamais on lui fait une blague comme ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a c'est on saute de joie. Là, non, oui, en effet, on laisse place à quelque chose qui existe chez le personnage, mais qui, je pense, existe chez d'autres personnes que le personnage. C'est-à-dire, au fond, c'était aussi l'envie de laisser place à l'ambivalence même de l'amitié, et même d'une amitié hyper sincère et où il y a plein d'amour. Mais de quoi est fait cette amitié et quels sont tous... Voilà, comment est-ce que, cette question du personnage gris et pas manichéen, quoi. Voilà. Alors Alexis, comment toi tu le travailles, comment tu le cherches, ce Milos dans son évolution, dans sa progression, comment tu travailles cette... Est-ce que Milos se ment ? Oui, il y avait cette question qui était de savoir est-ce que Milos, quelque part, a compris qu'il y avait du mensonge, mais il se laissait emporter par le mensonge, même de manière inconsciente ou pas ? Ou est-ce qu'il est totalement naïf ? Et moi, j'aimais bien jouer avec... après, à un moment, j'en ai parlé avec Iris, mais elle m'a dit, mais je sais pas, c'est à toi de voir. Et puis... c'était pas une réponse catégorique. Et puis, moi, j'aimais bien aussi cette idée qu'on puisse imaginer que c'est les deux. Alors, j'espère qu'il y a des... Moi, à un moment, j'ai essayé de le laisser voir que peut-être il avait compris, mais qu'il était amoureux et que lui-même, il en avait besoin. Après... Il y a un élément que je ne sais pas. Une question indiscrète, mais est-ce que tu es père, toi ? Non. D'accord. Donc, quand tu as cette surprise-là, ou cette envie-là, ou ce désir de paternité, ou cette réalité de paternité, que toi, tu vas chercher ça où ? Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui entre moi et Milos. Voilà, c'est son bonheur. Oui, mais c'est son métier. Mais je me demande comment il fait son métier. Comment il pétrit son pain. Mais évidemment que je vais me nourrir de plein de choses qui sont proches de moi. Et le personnage était assez proche de moi. J'ai pas essayé non plus de composer. Il y avait des choses qui étaient aussi que je préférais laisser transparaître de moi-même. Et je pense que c'est bien aussi des fois dans des rôles de pas être que dans la composition et de justement s'ouvrir et de laisser des choses un peu plus personnel. Et pour en revenir à la question, moi j'ai essayé à un moment d'imaginer que peut-être Milos avait compris le mensonge, mais que tout ça était trop vertigineux et que du coup il se laissait un peu porter par ce mensonge en se disant de toute façon la vie est remplie de mensonges et peut-être que voilà, et de doutes. Mais moi je reparle de cette scène familiale que je trouve c'est vraiment important dans le sens où pour moi ça m'interroge vraiment sur qu'est-ce que c'est la maternité, qu'est-ce que c'est la paternité, comment le rituel social vous fait en fait, vous fait père, vous fait mère, comment le regard d'un grand-père, le bonheur que ça crée, comment le fait d'être accueilli dans une gourmette, on est vraiment dans du rituel et dans du symbolique, et comment tout ça fonctionne, quoi. C'est fou, ça crée, c'est réel en fait. C'est ce que tu le dis très bien, d'un mensonge accouche une réalité, une vérité, parce que à force d'y croire, ils sont père et mère et ils commencent à tomber amoureux. Je sais pas, ils croient en leur rôle, quoi. Ils ont endossé ces costumes et c'est vrai en fait.
Donc c'est ça que je trouve très troublant et très déstabilisant en fait. Il y avait un film, je ne sais pas si tu avais vu le film qui avait eu la Palme d'Or là, de Koreeda. Oui, je l'avais vu. L'affaire de famille. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où des enfants sont avec des parents qui ne sont pas leurs parents. Une sorte de joyeux bordel, mais en même temps il y a des vrais liens qui se créent, et puis toute une deuxième partie du film ils sont avec leurs vrais parents, devient une sorte de cauchemar total, mais ça questionne vraiment sur qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui... Oui, et qu'est-ce que la famille essentielle, et c'est vrai que je me pose toujours la question, et c'est assez passionnant de qu'est-ce qui fait qu'on est ou qu'on devient mère, qu'est-ce qui fait qu'on est ou qu'on devient père, et effectivement il y a la question du lien biologique ou de l'acte d'accouchement, etc. Mais derrière il y a plein d'autres questions de construction en fait, et que c'est là que tout est complexe. C'est là que justement on voit, par exemple sur la maternité, j'ai vraiment essayé à travers ces deux amies de justement interroger ça à travers une mère, Salomé, qui est jouée par Nina Meurice, qui enfante, qui accouche et qui en même temps qui est confrontée justement à cette définition sociale de la mère et qui n'a pas tout de suite instinctivement ce qu'on pourrait appeler le package qui vient avec la mère, c'est-à-dire l'instinct, le sentiment d'être mère comme ça du jour au lendemain, et les sentiments qui doivent aller avec, et en tout cas ce qu'elle se raconte qu'on attend d'elle, je pense. Donc, et tous les impératifs qui vont avec. Et donc voilà, j'avais envie d'interroger ça, d'interroger qu'est-ce que c'est qu'être une mère pour elle, et en même temps elle est face à sa meilleure amie qui, elle, n'a pas du tout accouché, qui, au départ, n'a même pas de désir de maternité, et qui, en fait, qui passe quand même sa vie avec des nouveau-nés. Oui, mais c'est pas parce qu'on passe sa vie en tant que sage-femme avec des nouveau-nés qu'on a un désir de maternité. C'est deux choses totalement différentes. Beaucoup de sages-femmes n'ont pas envie d'être mères du tout. Donc, non, mais c'est vrai, non, mais c'est important. Non, mais je le dis pas. Non, mais tu as raison, mais complètement. Mais complètement. Il y a des sages-femmes dans la salle. Non, mais je dis c'est important parce que justement c'est quand même deux choses qui n'ont rien à voir. Non, mais c'était complètement con ce que j'ai dit. Et donc qui n'a pas forcément de désir de maternité au départ, et qui en fait dans les faits crée un lien très fort avec cet enfant, et effectivement qui par le mensonge devient un peu la mère de cet enfant. Et donc comment c'était vraiment effectivement interroger, et tu le dis très justement, très bien, comme voilà, qu'est-ce qui fait qu'on devient, qu'est-ce qui fait famille, et qu'est-ce qui fait le père, la mère, et le père, la question se pose d'autant plus parce qu'il n'y a pas cet accouchement justement, et qu'il y a toute cette question de comment on devient père. Donc voilà. Mais c'est intéressant son regard à lui aussi, c'est-à-dire que d'une même personne, tout d'un coup, tu vois une femme, tu vois un coup d'un soir, et puis elle est mère, et tout d'un coup le regard change. Le regard change. Ouais. C'est complètement injuste. Ben oui, c'est totalement injuste. Ça l'est, mais c'est ça qui est assez beau dans son personnage. Et encore une fois, c'est son regard qui parle à un endroit où lui-même n'a consciemment aucun désir d'être père à ce moment-là. Mais tout d'un coup, effectivement, cette femme prend une existence ou une autre... son regard change sur elle au moment où il la voit mère. Et ça, c'était c'était très, très important dans le film. Et effectivement, elle le sent. Elle sent que tout d'un coup elle a une existence pour lui qu'elle n'avait pas avant, et c'est tragique en fait, parce qu'effectivement on pourrait se dire c'est injuste, mais en même temps c'est là, et son regard commandite quelque chose. C'est cette conversation au café où elle tente de lui dire la vérité, et lui l'interrompt. C'est-à-dire, je veux te dire quelque chose, et je ne me rappelle plus ce que tu dis. T'as oublié ton texte. Un an plus tard. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui prend la parole et qui lui dit quel est son désir. Bien sûr, mais bien sûr. Tous les trois. Oui, bien sûr. Oui, et lui pour moi, lui est totalement complice, mais il est complice de manière, pour moi, de manière inconsciente. C'est-à-dire, parce que effectivement, la question revenait beaucoup sur le plateau. C'était très important pour Alexis, cette question de est-ce qu'il sait. Et je pense, d'une part, parce qu'Alexis me disait, mais je veux pas jouer un personnage uniquement naïf, et j'étais assez d'accord avec lui.
Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu aussi de la voix off, de ce qu'il dit dans la voix off, et de pousser justement au-delà du procès, parce que pour le procès, pour la justice, il sera forcément, il est victime, il se constitue partie civile, enfin voilà. Mais au-delà de ça, si le personnage s'interroge sincèrement, et avec le cinéma on peut le faire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il sait sans savoir? C'est-à-dire, je pense pas que dans le film, si tu l'interromps et tu lui dis, mais quand même, tu sais, je pense qu'il tombe des nues. Mais je pense qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et je pense qu'il ne veut pas savoir tout à fait la vérité, parce qu'il y a quelque chose que ce mensonge révèle chez lui, en fait. Un désir que ce mensonge vient révéler chez lui. Et ça, c'était assez important. Mais voilà, je le laissais très libre, parce qu'au fond, j'avais pas besoin que ce soit formulé, et j'aimais bien jouer avec cette ambivalence de est-ce que c'est un homme naïf, ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas voir. Et ça, dans le mensonge, je crois que c'est très important. Il y a la personne qui ment, et il y a les autres autour. Ça ment, c'est pas du tout. Pardon. On est en mensonge, là. C'est une ampoule neuve. Voilà, donc en tout cas, dans le mécanisme du mensonge, je pense que c'est très important aussi de voir toutes les complicités qui s'orchestrent autour de la personne qui ment, mais qui ne sont pas forcément des complicités conscientes. Voilà. Ouais. Comme dirait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors c'est peut-être dans Bâtiment 5, non? Non, peut-être. Ça aurait pu être dans Bâtiment 5. Est-ce qu'il y a des questions? On prépare l'extrait, le début du film. Je sais pas ce qui est. C'était le début, leur première rencontre, leur premier date. Mais peut-être une question. Oui. Tout d'abord, merci pour ce film que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. D'où est venue l'idée pour le film? Alors au départ, j'avais lu un fait divers qui était vraiment en 2 phrases dans un journal sur internet, quoi, du type c'était une jeune femme emprunte l'enfant de sa meilleure amie et fait croire à un homme que c'est le sien. Il n'y avait pas d'enlèvement, il y avait juste un mensonge, et en fait ça m'a tout de suite interpellée très fortement, parce que justement sur cette question de la famille, je me suis dit, en fait ça m'a interpellée parce que je me suis dit, il y a forcément une très belle histoire d'amitié, paradoxalement, parce qu'elle prend l'enfant de sa meilleure amie, et je me suis dit, ça doit vouloir dire quelque chose. Et en même temps, l'idée que la possibilité d'une histoire d'amour qui naît du mensonge, mais qui devient vraie, je trouvais ça très beau, parce que je me racontais du coup que ce mensonge n'était pas manichéen, et que il y avait du bon et du mauvais dans ce mensonge, et que c'est ça qui était terrible, quoi. Donc voilà, c'est que c'est né comme ça, et après j'ai pas du tout cherché à enquêter sur ce fait divers. J'ai totalement inventé, laissé libre cours à mon imagination. Voilà. Je sais pas si... Toi, t'as une question? Non, c'est bon. Non. Bah, peut-être on va se mettre là. Ouais. Tu parles de qui? Des fois, j'ai l'impression d'avoir été fabriqué avec le bus. Moi, je parle beaucoup de lui, c'est pas ce que beaucoup les gens discutent avec le chauffeur, je crois, le machiniste. Moi, c'est vrai. Les gens nous parlent de tout et de rien. C'est un peu comme leur docteur, quoi. Après la nuit, c'est bizarre. Surtout les soirs pleins. Tu peux pas me dire que tu crois ces conneries quand même. Ah, si. C'est n'importe quoi, c'est comme les gens qui disent que la pleine lune, ça fait perdre les os. Tu sais quoi? Les os pour les femmes enceintes. Il y a des gens qui disent que les maternités sont vendées les soirs de tout le monde, et c'est des conneries, elles sont vendues, mais comme d'hab. Qu'est-ce qu'on sait? Que sage-femme. Enfin, maïoticienne. Ça, c'est maïoticienne. Quoi? Tu ne dirais pas? Non, c'est bon, c'est cool. Quoi? C'est même bien parce que si je regarde les bébés. Ouais, c'est bon. Enfin, moi je m'occupe plus des mamans. Tu crois que c'est des bébés. Enfin...
Toi, t'aimes bien le bébé? T'as des enfants? J'ai beaucoup de questions. J'ai besoin de comprendre. Tout défile dans ma tête encore à corps. J'ai besoin de retracer cette histoire de son point de vue. C'est celui qui a terriblement manqué à ce procès. Sa voix a été couverte par des rapports d'experts de tout genre. Alors j'associe les éléments comme un puzzle, en espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia. Bon, t'as 6 semaines et demie d'aménorrhée. Ce qui fait un mois de grossesse. Ouais. Revenez. Fini. Toi, tu as un souvenir de cette scène, Alexis, et de la façon dont ça, je sais pas, vous avez fait beaucoup de prises ou beaucoup de propositions, ou juste une seule et la première était la meilleure. C'était... Non, pas de révélation, mais ça va. Non, moi je trouve très intéressant. Je regardais Avzia qui ne regarde pas, qui se laisse regarder et qui, à un moment, je peux imaginer qu'il y a peut-être un moment où on cherche le personnage, où on cherche quelque chose de précis et il y a pu avoir une gamme de propositions. Je sais pas, c'est ce que je me suis imaginé, mais je me trompe peut-être. Non, qu'est-ce que je peux dire? Il y avait beaucoup d'exigences de tout le monde. Ça, c'est une scène qu'on a tournée tard la nuit. À Paris, mais en même temps, moi j'adore les décors naturels. On était dans un bar dans le 20e, c'était tard, il y avait la fatigue un peu qui nous permet un peu de sortir d'une sorte d'automatisme. Et après, oui, Iris allait bien nous faire plusieurs variations pour qu'il y ait un peu différentes choses qui ressortent. Et mais j'aimais bien ces scènes. C'était la première fois que je faisais des scènes un peu comme ça dans un café parisien avec une jeune femme, donc c'était plutôt agréable puisque d'habitude je fais des scènes en banlieue avec des exactement, avec des armes et tout, donc c'était sympa. Iris, le souvenir que tu as de cette... Alors, je me souviens, effectivement, on tournait de nuit, donc c'était assez éprouvant parce que tout le monde la nuit, les gens sont beaucoup plus fatigués, et en même temps, c'est bien parce que ça met une espèce d'électricité dans l'air, on va dire. Et effectivement, je me souviens qu'on a fait, pour cette scène, on a fait vraiment beaucoup de prises. C'est pour ça que je rigolais, parce que je les ai beaucoup embêtés, Afsia et Alexis. Et en fait, pourquoi ? Parce que effectivement, déjà c'était assez tôt dans le tournage, donc c'est un moment où en fait c'est marrant, petit à petit au fil du tournage on comprend aussi ces personnages mieux, c'est-à-dire finalement il y a vraiment ça dans la direction d'acteur, je trouve, et dans ce film en particulier il y avait vraiment cette espèce d'enquête permanente sur tous les personnages et sur comment ça s'est passé, et donc je sais que ce que j'ai beaucoup fait sur cette scène, c'était les emmener à droite, à gauche, encore à gauche. Enfin, il y avait vraiment ce truc de leur dire tiens, celle-là, si tu prenais le contre-emploi complet de ce que tu as proposé et t'essayes de faire ça, et ensuite de les faire revenir, enfin vraiment de les pousser le plus possible, voilà, parce que il y a un truc aussi où leur jeu est tellement subtil, à Afsia et Alexis, on n'est vraiment pas dans la surexpression. Par exemple, Nina, elle a un jeu beaucoup plus expressif, très différent. Afsia et Alexis, ils sont très minimalistes, et en plus, ils s'entraînaient là-dedans tous les deux parce qu'ils jouaient ensemble. Et donc, je me disais... pour aller chercher toutes les nuances, parce qu'en plus c'était une scène très longue, rien que dans le montage, la scène elle est longue,
longue, et elle l'était encore plus au départ. Et je me disais, pour que ça tienne, il faut aller chercher toutes les micro-tensions de regard. Je me souviens que je les embêtais avec le regard tout le temps. Je voulais absolument filmer leur regard. Donc je leur demandais tout le temps de revenir sur cette question du regard. Et je me sens que parfois ça les perturbait. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça. Voilà, et en fait, bref, on a beaucoup cherché ensemble, et moi, c'est ça que j'aime en fait dans la direction d'acteur, c'est ne pas savoir. C'est comme la prolongation de l'écriture où on a été tout seul avec ces personnages imaginaires, et tout d'un coup, voilà, on est face à des personnes, et il faut continuer à aller une étape plus loin dans la compréhension des personnages et dans l'inattendu, d'essayer tout le temps de dire bon bah voilà, c'est comme ça qu'on imaginait la le contre-emploi complet, qu'est-ce que ça fait? Et on a beaucoup travaillé aussi avec de l'impro, c'est-à-dire finalement le texte et le texte écrit, mais écrit mais revu aussi, c'est-à-dire pour le coup je vous laissais assez libre quand il y avait une phrase qui accrochait, je leur disais mais n'hésite pas à le dire comme tu le dirais, il n'y a aucun problème, mais finalement c'est assez proche de l'écriture, mais il y avait toujours ce truc où je leur disais pendant la scène, ils faisaient une première prise totalement libre, et après je leur donnais des indications, mais je leur disais aussi si tu as envie d'improviser sur certaines choses, n'hésite pas. Et à la fin, on revenait au texte pour être sûr d'avoir la scène, d'avoir loupé aucune étape du texte, etc. Mais je trouve qu'ils y revenaient très différemment parce qu'ils s'étaient appropriés, quoi. Ils s'étaient approprié le texte, ils avaient fait leurs propositions, donc ils comprenaient mieux aussi les choses, quoi. Voilà, j'ai l'impression. Toi, Alexis, quelle direction, quel directeur d'acteur tu aimes bien, mais quel est celui ou celle avec lequel tu te sens le plus en confiance ou le plus libre? Ou tu t'adaptes à tout? Franchement, j'ai l'impression que souvent c'est plus un regard où on sent que la personne est intéressée quand même par ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi quand même des directeurs d'acteurs ou des réalisateurs qui ont leur idée en tête et pour lesquels les comédiens sont vraiment dirigés de manière presque mécanique. Lève la tête, regarde là, non, redis cette phrase de cette manière-là, non, j'aimerais le... Donc j'aime bien qu'il y ait un peu des deux et que ce soit un dialogue, mais c'était très agréable d'être dirigé par Iris parce qu'elle était très fine dans tous les moindres petites directions, et c'est vrai qu'il fallait décoincer quelque chose où c'était bien aussi parce qu'avec Avzia on avait notre petite mécanique, on voulait avoir notre truc et puis il fallait aller nous chercher dans d'autres retranchements puisque c'est des personnages qui sont coincés, qui sont pudiques, donc il y avait une sorte de retenue. Et en même temps, la contrainte de toutes ces directions permettait aux personnages de paraître un peu plus contraints et mal à l'aise dans certaines situations de jeu. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant d'entendre parler les gens qui travaillent, qui font le métier que vous faites. Non, vraiment. Alors... Je ne sais pas si j'ai vraiment entendu. Moi, je rebondis là-dessus parce que moi, j'ai adoré cette qualité de jeu-là, cette retenue, justement. J'ai trouvé que c'était... J'ai l'impression qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ça, quelque chose qui est effectivement très opaque de son côté à elle, très, peut-être un peu, je ne sais pas, pour le personnage masculin, il y a aussi beaucoup de pudeur, mais bon. Donc ça, je voulais juste dire, j'ai aimé. Moi, je voudrais vous poser une question sur le titre. Oui. Je regardais sur mon téléphone parce que, en fait, quand on parlait de Duras, le ravissement de Loevestein, elle est enlevée, mais elle est ravie quelque part parce qu'elle tombe amoureuse. Et là, je ne vois pas trop, effectivement, le ravissement. Donc, il y a cette action d'enlever et puis il y a cette espèce de joie exaltée. Objectivement, ce n'est pas trop ce qui ressort du film. Ouais. Donc, je voulais savoir, voilà, que vous nous parliez un petit peu de ça. Alors, effectivement, pour moi, la référence à Duras... Il y a la question du ravissement, effectivement, pour moi, qui est, par exemple, présente dans la scène de l'ascenseur, dans cette idée, justement, d'être enlevé à soi-même. C'est-à-dire, pour moi, le mensonge naît d'une absence, presque. C'est-à-dire, il y a ce regard, il y a presque « Ah, tu es la mère ». Et c'est un moment où, tout d'un coup, elle est comme enlevée par ce regard et elle est comme... ravie à elle-même et elle acquiesce la situation. Donc il y avait déjà cette notion-là pour moi du ravissement,
à l'origine d'une histoire d'amour finalement, même si c'est une histoire d'amour très étrange. Il y avait cette notion-là. Et après, il y avait une référence plus concrète qui était effectivement dans Le Ravissement de Lolvestein. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais ça commence par une scène de bal très belle où en fait c'est l'histoire d'une jeune femme de Lolvestein qui va à ce bal avec son fiancé, et pendant ce Michael bal... Richardson. Michael Richardson, c'est toujours des merci. noms incroyables du reste. On est déjà parti avec les noms. Et à ce bal, elle assiste au fait que son fiancé tombe fou amoureux d'une autre femme devant ses yeux. Et elle a une réaction que j'avais trouvée absolument sublime quand je l'avais lue, qui est, au lieu de la réaction attendue, c'est-à-dire elle s'effondre pas sur place, elle fait pas de crise, elle est comme ravie à elle-même, c'est-à-dire elle a comme une absence où, en fait, c'est comme si elle se... Il y a une sorte de sidération. Voilà, oui. Exactement. Et en même temps, elle prend presque du plaisir, ou même carrément, à cette vision. C'est-à-dire, elle les regarde tomber amoureux, et même à la fin, elle veut pas partir de ce bal, et elle veut continuer de les regarder, et elle voudrait que cette nuit ne se termine jamais. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'extase presque que je trouve absolument sublime. Mais d'effondrement intérieur. Et voilà. Et en même temps, il y a quelque chose qui se fissure intérieurement, et ça m'a beaucoup parlé de la question du trauma, en fait, c'est-à-dire une espèce d'incapacité à réagir sur le moment et de vivre et presque d'acquiescer à ce qui se passe, et en même temps ce trauma vient la hanter pendant tout le livre de façon très belle, dans ses balades, dans sa rencontre avec un autre homme, etc. Et finalement il y avait un peu une référence à ça quand j'ai écrit le récit, c'est-à-dire il y a cette question effectivement de la rupture initiale qui passe presque, finalement, qu'on oublie presque au cours du film, parce que... Mais qui est vraiment fondatrice, quoi. Voilà, mais qui est fondatrice, et en même temps, voilà, on l'oublie presque, parce qu'elle se fait quitter, et puis elle va à l'anniversaire de sa meilleure amie, et puis elle n'en parle pas. Mais sa meilleure amie lui relève le fait que mais tu es sûr que ça va, quoi. Oui. Tu ne m'en as pas parlé. Plus tard, oui. Après, d'abord, il y a l'anniversaire, elle se met même à danser, elle ne parle pas de ça. Et puis, effectivement, il y a après sa meilleure amie qui apprend qu'elle parle d'un autre homme déjà, et qui lui dit « mais t'es sûre que ça va ?» Enfin, effectivement, sa meilleure amie est très surprise par sa façon de réagir à cette rupture, et elle fait comme si cette rupture n'avait finalement pas grande importance, alors qu'en fait elle a une importance énorme, que c'est effectivement un premier effondrement qui va venir ensuite habiter le personnage, et qui et voilà, dans sa rencontre avec Milos, voilà, il y a quelque chose qui s'est fissuré, il y a une confiance qui est perdue, il y a quelque chose, voilà, donc il y avait un petit peu aussi dramaturgiquement cette référence là, même si c'est très très différent évidemment, mais voilà, donc il y avait ce double emploi du terme, effectivement, que j'entends comme ça, quoi. Voilà. Une autre question? Donc vous parliez par rapport, vous avez été formé au scénario, c'est ça, à la FEMIS? Oui. Et là, par rapport à ce film, l'écart entre le scénario qui était écrit et puis la réécriture au montage? Alors, le film est assez proche de l'écriture. On n'a pas hésité à le questionner pendant le montage, mais finalement, on est revenu à une structure qui est vraiment très proche, à part il y a peut-être une ou deux petites scènes qui ont sauté, mais sinon c'est vraiment l'écriture. Après, ce qui a quand même un peu changé, mais c'est-à-dire qu'il y avait des scènes documentaires, notamment les scènes de Lydia au travail, à la maternité, que j'avais préécrites en fiction, donc je savais un peu ce que je cherchais au documentaire, mais en même temps c'était des scènes des accouchements documentaires, etc. Donc à ce moment-là, voilà, il y avait cette matière qui a imbibé le film et qu'on a monté au sein de la fiction. Donc voilà, il y avait cette marge-là, il y avait la marge de certaines impros des comédiens qui avaient effectivement transformé un peu les dialogues, etc. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas de grand retournement. Je pense que tu es assez d'accord avec ça. Oui. Mais je me rappelle d'une scène. Ouais. Il y avait une scène où, quand elle enlève l'enfant et qu'on part en week-end ensemble,
où pendant la nuit, elle se levait et elle allait dans la mer et elle se noyait. Enfin, c'était une espèce de tentative de suicide qui a été tournée, qui était hyper belle, mais qui a été tournée, on a mis Afsiad effectivement dans l'eau gelée. Donc c'était terrible de la couper parce qu'en plus la scène était très très belle et moi j'ai eu beaucoup de mal à la couper. Ça a été un grand débat avec ma productrice, avec la monteuse, le monteur. Enfin, on a vraiment beaucoup hésité parce que la scène était très cinématographique parce qu'en plus c'était filmé de très loin comme ça et c'était une très belle scène, bref. Mais en fait... on était à Oulgat, qui est à côté de Trouville. Et le parc, il y a plusieurs parcs. Il y a le parc, le parc dans le 17. Il y a le parc dans le 17e, Monceau. Et il y a le parc dans le 13e, pardon, je perds tout, mais Montsouris, voilà. Il y a le parc Monceau et le parc Montsouris, voilà. Et donc je disais juste, voilà, c'était une très belle scène, mais qu'on a dû couper parce qu'en fait, ce que me disait beaucoup la monteuse, et ce qui est assez juste, même si le film aurait pu exister avec, mais elle me disait, il y a des scènes que tu as besoin de tourner et finalement tu n'as plus besoin de les monter parce qu'elles existent dans le film d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, il y avait peut-être le sentiment que finalement ça venait souligner ou appuyer quelque chose qui était pas nécessaire en fait. Et donc le montage, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup enlever en fait. Voilà, on a beaucoup enlevé des dialogues, enlevé des choses parce que en fait le fait que ça a été digéré et en fait c'est l'inconscient du film quoi. Voilà. Moi j'ai une question, pas une réserve mais une question sur la fin. Ouais. Alors la fin la fin quand il se retrouve voilà. À la sortie de la prison. Ouais, sortie de prison. Et je me suis questionné, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que ça comment dire, ça ne réduit pas le film, mais ça le fait redescendre sur quelque chose de concret, de ce que peut être une relation, alors que quand tu viens la réveiller dans le bus, pour moi on est presque dans de l'onirique, dans du récit, dans du romanesque. Je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que tu t'es posé la question de la fin? Oui, énormément, mais c'est marrant parce que pour moi le fait qu'il soit là est plus romanesque que s'il n'était pas là. Donc ça m'intéresse cette question parce qu'effectivement dans la rencontre dans le bus il y avait une volonté totale d'être dans de l'onirique et presque comme s'il surgissait de son sommeil, mais à la fin pour moi en fait il y avait au fond il y avait trois fins possibles. Il y avait elle sort de prison et elle est toute seule, que finalement je me suis beaucoup posé la question et je l'ai rejetée parce que je me suis dit en fait je me disais finalement la fiction et le cinéma par la fiction et par le cinéma, j'avais la possibilité de ne pas doublement punir mon personnage. Et finalement, elle avait été punie, elle avait été en prison, et je trouvais ça finalement un peu décevant d'apporter une forme de morale et de dire tu finis toute seule. Il y avait quelque chose où et finalement ça me touchait moins. Dans leur discussion, leur discussion à eux, Milos et Salomé, et au café, elle est déjà un personnage hors du temps pour moi. Elle est déjà en dehors elle est dans la mythologie presque. Donc toi tu regrettes presque de la voir en prison en fait. Mais de la voir tout. Elle devient un personnage. Oui, d'accord. Oui, non, mais elle devient un personnage qui a fait quelque... Oui, tu aurais préféré qu'elle disparaisse, quoi. Je sais pas, mais qu'elle reste dans des mots, presque. Oui, je comprends. Je comprends. Et alors, moi, c'était plus... En fait, il y avait toujours cette... J'ai jamais remis en question la prison. Donc, effectivement, moi, c'était plus cette question de... est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Il y a eu beaucoup cette question-là. Et en fait... Ou de la voir disparaître dans la foule. Comme on l'avait trouvé, on l'avait oui, capté, comme au début. Moi, comme ça, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais besoin qu'on la revoie. J'avais pas envie de m'arrêter. J'avais pas envie de m'arrêter sur cet acte d'enlèvement, en fait. Je crois. Ah oui, d'accord. Ok. Et je crois qu'il y avait ça aussi. Il y avait, pour moi, dans le romanesque, il y avait ce personnage. Ensuite, c'est une étape très importante de sa vie, mais
il reste la suite et elle n'est pas résumée à son acte, je crois. Voilà. Mais j'entends, c'est intéressant. C'est des questions éternelles. Aussi, mais de cinéma aussi, beaucoup de montage. Donc la suite, Alexis, les projets, la suite. Si tu as envie d'en parler ou pas. Alors j'ai tourné un film de Frédéric Farucci, son 2e film en Corse cet été, qui est en fin de montage. Et j'ai également participé à un film de Fabrice Duvels, Mal d'Aurore, avec Anthony Bajom dans le rôle principal. D'accord. Qui est aussi en fin de montage. Et voilà, c'est ça pour le moment. D'accord. Moi, de l'écriture, beaucoup des projets d'écriture pour faire des films le plus possible, mais pour l'instant, j'en parle pas parce que c'est encore, c'est encore mon petit secret. On attend la suite impatiemment. Merci beaucoup en tout cas. Un grand merci. Merci de nous avoir reçus et merci d'être venus et de nous avoir écoutés.